Maintenant, on va parler de la corruption. Beaucoup de corruption. On va parler de la corruption. On va parler de la corruption avec le dernier rapport de Transparency International qui a classé le Togo dans une zone rouge, 122e sur, je pense, 160 pays. Le Togo a coché toutes les cases aujourd'hui de la corruption. Et notre pays est de plus en plus décrié par la petite et la grande corruption. Il y a un agent comptable, c'est un exemple que je donne comme ça, un agent comptable qui a été suspendu sous la pression du SINFOT et du personnel de l'hôpital, du CHR Kara Tomde, un agent comptable qui s'appelle... qui a pour nom, je vais trouver son nom tout à l'heure, je pense que il s'appelle Walada Kouméalo, Kouméabalo, voilà, pas Kouméalo, Kouméabalo à Somtou, Walada Kouméabalo à Somtou, qui a détourné 117 millions en 2024. 117 millions en 2024. Qui a détourné 117 millions en 2024. Et qui a été dénoncé, non pas par l'OIG, comme on l'a prétendu sur les réseaux sociaux, mais par le personnel. Parce qu'il y a une partie du personnel qui est payée sur les recettes de l'hôpital. C'est quand il a commencé par avoir des retards que le personnel a commencé par bourdorer et qu'on a fait un contrôle et qu'on a su que le gars, il a détourné cette somme-là. Le gars est en poste depuis 7 ans, alors que le minimum pour les comptables ou les agents comptables dans ces gens de choses, c'est 5 ans. Mais certainement, comme il a des appuis extérieurs, il est là-bas depuis, il manipule les comptes comme il veut. Et entre le 4, au-delà de ces 117 millions, entre le 4 et le 9 janvier 2025, on a constaté un trou de 7 300 000 francs sur les comptes. C'est-à-dire, en moins d'une semaine, entre le 4 et le 9 janvier 2025, on a constaté un trou de 7 300 000 francs CFA sur les comptes à l'hôpital à Karanaba. Et donc, il a été suspendu. Et la question de savoir, est-ce qu'il méritait juste une suspension ? Est-ce qu'il méritait juste une suspension? Quelqu'un qui a détourné en une année autant d'argent, est-ce qu'il méritait juste une suspension? On nous a dit ici que la contractualisation que l'État a engagée avec le ministre Mijiawa, c'était pour lutter contre les détournements au sein des hôpitaux, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Mais on se rend compte que cette contractualisation est catastrophique pour nos hôpitaux. Non seulement les Blancs qui sont derrière, ils se font beaucoup d'argent, mais le système même de contrôle, même des recettes, est totalement dénué de toute traçabilité. Les gens manipulent l'argent comme ils veulent, ils sortent de l'argent comme ils veulent. Si lui, en une seule année, on a découvert un trou de 117 millions, vous imaginez combien il a pris pendant les 7 ans qu'il fait dans cet hôpital. Et le comble de la provocation, c'est qu'il travaille, il a ouvert un chantier à 100 mètres de l'hôpital où il travaille, et il construit un immeuble où il est au 2e niveau. Donc, c'est pour dire aux gens, voilà, l'argent que je prends, je fais un chantier à côté, si vous n'êtes pas d'accord, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais ces gens-là, vous verrez, personne ne va le toucher. Parce que si vous fouillez très bien, soit c'est un militant de l'UNIR, ou soit il est dans un réseau, ou soit il est protégé par quelqu'un. Donc, le système même de gestion de nos hôpitaux est totalement problématique et présente des failles qui permettent aux agents comptables de se faire beaucoup d'argent et de voler beaucoup d'argent. Il n'y a pas de contrôle, ils ont refusé de déclarer leurs biens, personne ne surveille personne, donc les gens se servent dans la cagnotte comme ils veulent, les gens réalisent des projets comme ils veulent avec l'argent public. On laisse par exemple à la disposition d'un agent comptable dans un hôpital 2 milliards à gérer, c'est lui seul qui signe les chèques. Que ce soit Atakpamé, Balimé, Tchévier, Dapan, l'agent comptable de Dapan, lui seul manipule pour une année 2 milliards. Et c'est lui seul qui signe les chèques. Même dans les associations de quartier, même dans les associations de, je sais pas, de club service,
le trésorier ne signe pas lui seul les chèques. Le trésorier et le président signent les chèques ensemble. Mais dans nos hôpitaux, le directeur de l'hôpital n'a pas le droit de signer le chèque avec le comptable. C'est le comptable seul qui manipule l'argent, sous prétexte que c'est des gens qui ont été formés, ils ont prêté serment. Et c'est lui seul qui manipule l'argent. Donc, un seul comptable peut se retrouver avec 2 milliards, lui seul il fait les mouvements sur les fonds. Par exemple, le comptable de Cara qu'on a suspendu. Quand on a fait le contrôle, pour anticiper les anomalies, il est allé s'entendre avec le gestionnaire à la banque pour sortir un faux relevé, pour venir justifier les magouilles, pour venir justifier les dépenses et sortir des magouilles. Ça veut dire que même à la banque, le comptable a une complicité. Même à la banque, le comptable a une complicité avec les banquiers. Et c'est comme ça que le Togo fonctionne. C'est ça la corruption. Et on a Aplusia qui est là, qui ne dit absolument rien. Le président de Aplusia, a priori, c'est un magistrat compétent. J'oublie encore comment il s'appelle. Son nom va me revenir. Le président de Aplusia, c'est un magistrat compétent. Parce qu'il a à sa décharge, c'est un magistrat compétent à sa décharge, parce qu'il a géré le Djaba. Il était à Abuja, voilà, il s'appelle Koumé Abalo ou quelque chose comme quelqu'un. Abba, voilà, monsieur Abba, voilà, monsieur Abba. C'est un magistrat compétent. Koumé Abba, c'est un magistrat compétent. Il a géré le Djaba. C'est pas n'importe qui gère le Djaba. Il a été à Abuja pendant 5 ans. Moi, j'étais formé par le Djaba, participer à des ateliers de formation sur les flux financiers illicites à Morovia il y a 5 ans. Il était à la fin de la cérémonie. C'est quelqu'un qui était apprécié, qui a été applaudi, apprécié par les formateurs. Donc on a fait l'éloge. J'étais dans la salle. Bon, lui, il ne me connaît pas, il ne savait pas que peut-être le Togolais est venu. Il a été apprécié. À la fin de son mandat, on l'a ramené au Togo. Et on l'a propulsé à la tête de Aplusia. Mais si on ne lui donne pas les moyens, il a beau être compétent, il ne pourra rien faire. J'estime qu'il est compétent. Mais celui qui doit impulser la vision pour lutter contre la corruption, lui-même, il protège les corrupteurs. Sinon, lui-même, il est dans la corruption. Donc, on a créé des institutions comme ça juste pour meubler le décor institutionnel. Donc, on a mis M. Abba là-bas et il est là à tourner les pouces, à ne rien faire. Et finalement, Aplusia engloutit plus d'argent qu'il ne lutte pour prendre de l'argent chez les corrompus. Ils ont loué un immeuble à Kégué là-bas. Ils ont les voitures d'Esther, ils ont les bons de carburant, ils ont un personnel, ils ont les dotations. Et au bout du compte, ils ne font rien pour lutter contre la corruption. Et finalement, comme ils sont là, désœuvrés, ils n'ont pas du travail, ils vont lancer des concours. Genre, il y a un dossier dans lequel Aplusia est empêtré que je vais vous présenter ici, qui concerne d'ailleurs même la presse. Je vais vous lire ça tout à l'heure, avant de tomber sur le rapport de l'IGE. Il y a un dossier dans lequel Aplusia est empêtré. Et je vais vous lire ça tout à l'heure. Un instant. Un dossier qui concerne les journalistes. Hein. Un dossier, c'est chaud avec les journalistes. Actuellement, dans lequel Aplusia n'arrive pas à s'en sortir. Comme Aplusia ne fait rien, Aplusia ne fait pas... Ils n'ont pas de boulot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des concours. Ils font des concours pour au moins s'occuper, quoi. Et donc, ils sont allés faire un concours. Je vais vous lire ça. Ils sont allés faire un concours, inviter les journalistes à un concours sur... J'arrive. Ils ont fait un concours qu'ils ont appelé « Impact de la corruption sur le développement ». Au lieu d'aller attraper les voleurs, comme ils passent le temps à ne rien faire, ils ont fait un concours. Donc, ils ont dénommé « Impact de la corruption sur le développement ». Et ils ont invité les journalistes à écrire des articles sur la corruption et les journalistes seront primés. Donc, ils ont pris 3 catégories. Télévision, presse écrite, et presse en ligne, je pense, un truc comme ça. Et
ils ont fini d'organiser le concours, ils ont proclamé les résultats et ils ont primé les journalistes. Le premier de chaque catégorie a droit à 1 million. Le deuxième à 500 000. C'est Aplusia qui a organisé ça. Hein. Et les gens qui ont composé le jury du concours, qui ont évalué le travail des journalistes, c'est les gens de Aplusia eux-mêmes. Il y a un membre de la HAC, il y a un membre de ESICA. ESICA, c'est l'école de formation de la communication à l'université de Lomé. Donc c'est eux qui composaient le jury et ils ont sélectionné les meilleurs articles qu'ils ont primés. Depuis le mois de je ne sais quoi, depuis l'année dernière, depuis 2024. Maintenant, quand ils ont proclamé les résultats du concours, il y a un journaliste qui a fait un article sur les magouilles à l'OTR, notamment la symphonie d'un de nos confrères, dont le journal s'appelle La Symphonie, qui a fait un article sur les magouilles à l'OTR. Et on a fini de proclamer les résultats. L'OTR vient porter plainte contre le contenu de l'article. L'OTR va à la HAC, convoquer le journaliste. La HAC rencontre l'OTR et le journaliste. Ils se sont expliqués. La HAC n'a pas trouvé de reproche à faire à l'article. Et donc la HAC n'a pas trouvé de faute professionnelle. La HAC a juste demandé aux journalistes de passer le droit de réponse de l'OTR. Et depuis, Aplusia n'arrive pas à verser les 1 million aux journalistes et aux autres gagnants. Au point que le journaliste écrit à Aplusia pour réclamer son argent. Je vous lis. Symphonie Vision. Monsieur le Président de la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Objet, réclamation de mon prix de concours sur la corruption organisée par Aplusia. Monsieur le Président, c'est le journaliste qui écrit, hein. La Aplusia, l'institution que vous présidez, a organisé en 2024 un concours destiné aux journalistes sur le thème « Impact de la corruption sur le développement ». Les résultats du dit concours ont été proclamés le 9 décembre 2024. À cette occasion, mon article intitulé « Mobilisation des recettes publiques et les efforts de la corruption » publié dans le journal Symphonie du 22 novembre 2024, a été déclaré premier prix dans la catégorie de presse écrite par le jury. Conformément au règlement intérieur du concours, notamment son article 5, les décisions du jury sont sans appel, ce qui institue donc le principe de sa souveraineté. Cette disposition garantit l'intégrité et la finalité du processus de sélection et elle ne saurait être remise en cause par des procédures externes ou des plaintes déposées par un tierce. C'est le journaliste qui écrit à Aplusia. Or, à ce jour, la récompense d'1 million prévue pour le prix ne m'a pas toujours été versée. Depuis, Aplusia n'a pas versé les 1 million aux journalistes. La justification avancée par la Aplusia, à savoir la plainte déposée par l'Office togolais des recettes contre le journal La Symphonie et visant l'article primé, ne peut en aucun cas constituer un motif valable juridiquement fondé pour retenir ce prix. En effet, aucune procédure judiciaire ou disciplinaire ne peut déchoir un lauréat de son prix lorsque les décisions du jury sont, comme le précise le règlement du concours, sans appel. Par ailleurs, j'ai été auditionné à 2 reprises par la Aplusia, dont une séance de confrontation avec les représentants de l'OTR. J'ai également été auditionné dans la même affaire du même plaignant par la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication, la HAC. Cette dernière instance, dans son rôle de gendarme des médias, à l'issue de l'audition, n'a relevé aucune faute professionnelle, n'a établi aucun manquement aux règles déontologiques dans la production de l'article incriminé. Seule recommandation de la HAC, la publication du droit de réponse joint à sa plainte par l'OTR conformément aux articles machin. Ce droit de réponse sera publié dans notre prochaine parution. Eu égard à ce qui précède, je vous prie de bien vouloir procéder au versement de la somme de 1 million sur mon compte communiqué à vos services dans le strict respect des dispositions de règlement intérieur du concours et de la décision irrévocable du jury. La Aplusia, en tant qu'institution respectée, se doit d'être ferme et ne pas se laisser influencer par
un organe étatique, quel qu'il soit, en vue de garantir la crédibilité de ces initiatives. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée, fait à Lomé le 13 janvier 2025, le directeur de publication, Monsieur Galé Yao, Sénat. Voilà Aplusia qui est empêtré dans une affaire. Et il n'y a pas que le seul journaliste qui a écrit Aplusia. Il n'y a pas que lui seul qui attend son argent, 1 million de la part de Aplusia. Il y a un autre journaliste qui a écrit aussi. Il s'appelle... Lui, il écrit à Monsieur le Président de Aplusia. Sa lettre date du 27 janvier 2025. Lomé. Monsieur le Président, suite au concours lancé en 2024 par votre institution à l'endroit des professionnels des médias et portant le thème Impact de la corruption développement, le jury composé d'éminentes personnalités nous a déclaré premier prix dans la catégorie télévision. Lors d'une réunion dans vos locaux avec tous les lauréats, vous nous avez informé qu'un recours est porté contre notre désignation par un candidat malheureux. Vous avez fait savoir que pour des raisons de transparence, la Aplusia allait saisir le jury. À la suite de cette première rencontre, nous avons été à nouveau invités dans vos locaux et avons été soumis à une audition dont le procès verbal a été contresigné par le directeur de la répression de votre institution. Depuis cette dernière réunion, nous sommes restés sans nouvelles de la suite de la procédure. Et par la présente, nous souhaitons savoir si le jury s'est prononcé sur ce concours. Est-ce vrai que la Aplusia aurait instauré une procédure parallèle à celle du jury dont les termes sont contenus dans le règlement du concours? Voilà une institution qui est chargée de lutter contre la corruption, qui se mélange maintenant les pédales avec les journalistes sur un concours dont elle a proclamé les résultats et qu'elle n'arrive pas à verser l'argent aux journalistes. Vous voyez comment le pays... Donc, si M. Abba était véritablement occupé à traquer les voleurs de la République, il n'aurait pas le temps d'organiser un concours. Parce que la presse togolaise sort les dossiers tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, la presse togolaise publie les dossiers qui devaient normalement servir d'éléments à Aplusia pour faire des enquêtes. Pour qu'on arrête au moins les voleurs. Mais comme ils passent le temps de rien faire, ils sont obligés pour meubler leur passe-temps de faire des concours. Et maintenant, ce concours a créé le bang-bang entre eux et, comment l'appelle-t-on, et les journalistes. Donc, Aplusia est devenu une institution qui est là, budgétivore, qui prend beaucoup d'argent à ne rien faire. Et voilà la situation. Et même les journalistes aussi s'en plaignent. Maintenant, on va parler du rapport de l'IGE. Les gens qui viennent défendre les conneries là, on va lire ensemble le rapport de l'IGE. Le rapport de l'IGE. L'IGE, c'est l'inspection générale d'État qui est placée sous l'autorité du président de la République, c'est-à-dire sous l'autorité immédiate de Faure Gnassingbé. Entre-temps, on a combien de péages au Togo? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je pense qu'on a une vingtaine. On va parler des péages. Vous allez voir ce qu'ils font avec l'argent du péage. Vous allez voir ce qu'ils font avec l'argent du péage. On va parler des péages. C'est ça qui m'intéresse. Il y a un grand rapport de l'IGE que vous pouvez télécharger, que vous pouvez diffuser, mais qui comporte énormément d'informations. On va partager ça ensemble en direct. D'abord, je vous définis rapidement l'IGE. L'IGE, c'est l'inspection générale d'État. C'est un organe de contrôle administratif des finances publiques placé sous l'autorité du président de la République. Elle est investie d'une mission générale et permanente de contrôle, d'audit, d'enquête, d'évaluation et de promotion de la bonne gouvernance. Au cours de l'année 2023, l'IGE a mené plusieurs activités conformément aux dispositions légales et réglementaires qui la régissent. Ça, c'est l'entrée en matière. Je vais vous montrer ce que l'IGE a découvert à la SAFER. On va lire ça ensemble. L'IGE, c'est un effectif de 7 inspecteurs d'État, de 3 vérificateurs, d'un personnel administratif de 4 personnes, au total 15 personnes, qui n'a pas suffisamment de moyens, alors que le Togo clame tous les jours qu'il veut lutter contre la corruption. L'IGE n'a que 57 millions par an pour lutter contre la corruption. Ils n'ont pas de véhicules, ils n'ont que 3 véhicules. Et parmi les 3 véhicules, 2 ont été offerts par le projet d'appui au secteur de la justice, volet corps de contrôle, c'est-à-dire le PAG, le PASG, financé par l'Union européenne. Donc c'est l'Union européenne qui a donné 2 véhicules 4x4 double cabine à l'IGE qui est sous l'autorité de Faure Gnassingbé. Pendant ce temps, on a de l'argent pour aller faire la fête.
Alors, l'IGE, je vais parler de SAFER d'abord, parce qu'il y a la TVT, il y a les ambassades, mais on va parler de SAFER. C'est là où c'est intéressant, la SAFER. Pour que les Togolais se rendent compte de ce qu'ils font avec l'argent de la SAFER. Les péages que vous payez là, vous allez voir ce qu'ils font avec l'argent. Je laisse les ambassades de côté, on va parler de SAFER. Je pense que le rapport de la SAFER est ici. Au lieu de... Je regarde sur mon ordinateur, mais je n'arrive pas à trouver la totalité du rapport. Je le vois rapidement sur mon téléphone. Ok, un instant. SAFER. Ok, un instant. SAFER. Merci de me l'avoir envoyé, SAFER. Voilà, SAFER 2020, 2021, 2022. Vous allez voir ce qu'ils font avec l'argent. Il y a aussi l'INAM, hein. Il y a aussi l'INAM qui est très décrié. Il y a l'INAM qui est très décrié. Voilà, SAFER. SAFER, c'est la société autonome de financement de l'entretien routier. L'ancien CAPER, avant CAPER, c'était le fer. Le fer qui a été rouillé de 14 milliards, bien 12 milliards à l'arrivée de Ford Gnassingbé. Il y a 12 milliards qui ont disparu. On n'a jamais poursuivi personne. À l'époque, c'était un certain Ferdinand Tiamsi qui était DG du fer. Aujourd'hui, le même Ferdinand Tiamsi est toujours avec Ford Gnassingbé. Il n'y a aucun problème. Donc, les inspecteurs sont partis à la SAFER. Et voilà ce qu'ils disent. La gestion administrative relève des faiblesses suivantes. Alors, on va commencer. La mission de vérification a consisté à relever les dysfonctionnements, machin. Au niveau de la gouvernance, on note la non-application des décisions du conseil d'administration. C'est-à-dire, le DG de SAFER, M. Ouchancha, qui est aussi député. Ce qui est extraordinaire, le DG de SAFER est député. Je ne sais pas s'il siège, mais il est député. On ne peut pas être député, être DG, il y a l'incompatibilité. Mais il est député. Donc, d'entrée de jeu, l'IGE, qui est placé sous l'autorité de Ford Gnassingbé. L'IGE est sous l'autorité de Ford Gnassingbé. Donc, le rapport est adressé à Ford Gnassingbé. L'IGE dit non-application des décisions du conseil d'administration. Au niveau de la gouvernance, la non-clarification des textes sur le rôle des acteurs impliqués dans l'organisation de la gestion de l'entretien routier. Le carburant indûment accordé aux membres du conseil d'administration, c'est-à-dire on accorde du carburant, on accorde trop de carburant aux membres du conseil d'administration. Or, l'argent qu'on prend au péage, c'est pour arranger les routes. C'est pour arranger les routes. Et vous allez voir ce qu'ils font avec l'argent. C'est l'IGE qui le dit, ce n'est pas Ferdinand. Le carburant indûment accordé aux membres du conseil d'administration. Parmi les membres du conseil d'administration, il y a des journalistes. Le non-respect des règles d'exemplarité entraînant des conflits d'intérêts. Le service d'audit interne non conforme aux standards internationaux. Sur la gestion administrative révèle des faiblesses suivantes. L'absence d'expression formelle des besoins par les services utilisateurs avant les recrutements. Le dossier du personnel a relevé les faux diplômes. C'est l'IGE qui dit qu'à la SAFER, on a relevé les faux diplômes. Le dossier du personnel a relevé le cas des faux diplômes. SAFER. Les déficiences constatées dans la gestion financière et comptable sont l'insuffisance des ressources de l'entretien routier, le retard dans le transfert d'un compte UTB de l'ESCAPER à la SAFER. C'est-à-dire que depuis qu'on a créé la SAFER, on n'a pas encore réussi à transférer
et le compte de la CAPER vers la SAFER, c'est toujours la l'UTB. L'investissement hasardeux. Les inspecteurs disent que la SAFER fait des investissements hasardeux. Qu'est-ce qu'on appelle investissement hasardeux? La SAFER fait des investissements hasardeux. L'inefficacité du mécanisme de collecte des droits d'usage de la route. Qu'est-ce qu'on appelle les droits d'usage? Les droits d'usage, c'est ce que vous payez à chaque poste de péage. C'est l'argent que vous payez qui vous permet d'utiliser la route. C'est ça qu'on appelle les droits d'usage. C'est le péage. C'est l'argent que vous payez. C'est ça qu'on appelle les droits d'usage. Maintenant, qu'est-ce que l'IGE dit? L'IGE dit que ce droit d'usage, le mécanisme de sa collecte est inefficace. Ça veut dire qu'il y a des fuites d'argent. Ça veut dire que l'argent qu'on collecte là n'est pas contrôlé. Donc, l'inefficacité du mécanisme de collecte des droits d'usage de la route. On continue. L'irrégularité constatée dans l'exécution des dépenses de fonctionnement. Ça veut dire qu'on a constaté des dépenses, l'irrégularité dans les dépenses de fonctionnement. La SAFER, c'est pas une institution c'est une institution qui collecte juste de l'argent. Elle collecte juste de l'argent. C'est pas une institution qui investit. Elle collecte juste de l'argent. Elle collecte de l'argent et elle doit utiliser cet argent pour entretenir les routes. Mais elle fait tout sauf entretenir les routes. Et ce qu'elle fait de grave, c'est ce que l'IGE dit. L'IGE dit l'irrégularité constatée dans l'exécution des dépenses de fonctionnement. La gestion irrationnelle de la ligne d'appui au ministère, c'est qu'on appelle ministère MITP, ministère des infrastructures et des TP. Donc, la SAFER donne de l'argent au ministère des TP. Donc, l'IGE dit la gestion irrationnelle de la ligne d'appui au ministère des infrastructures. On continue. En matière on dit la stratégie globale d'implantation des péages. Voilà, on va en parler. La stratégie globale d'implantation des péages. Aujourd'hui, on implante les péages de façon sauvage dans le pays. Donc, l'IGE dit inclut la SAFER dans la phase d'études préalables et à toutes les étapes afin que le choix des sites de péage se fasse de manière concertée entre le ministère des Travaux publics, la SAFER, pour ainsi anticiper les difficultés rencontrées lors de la phase d'exploitation. Je vous prends par exemple veulent s'installer construisez ordre après le péage, à chaque fois que vous franchissez le péage, il faut payer de l'argent. Et certains fonctionnaires ont évalué le droit d'usage, ça leur revient presque 30 000 francs par mois. Si vous êtes un instant. Il y a des passages que j'ai sautés, que je dois lire. Depuis 2015, reprise par les années suivantes, soit mise en application par lui-même et la direction de la SAFER. Désigner des personnes ressources, DG ou comité ad hoc, qui seront chargés d'étudier les sujets pertinents et lui proposer des actions en retour. Toujours dans les histoires, les magouilles. Faire rembourser, l'IGE dit, faire rembourser les dotations de carburant indûment reçues par les anciens et nouveaux membres du conseil d'administration. Ça veut dire que quand nous payons les péages, eux, ils transforment ça en carburant et se partagent l'argent entre eux au niveau du conseil d'administration. Faire respecter M. José Kossi-Simenou, qui était le PCA, qui est maintenant le président de la Chambre du commerce, des dispositions prévues par le décret
portant la création de la SAFER relative à l'incompatibilité de certaines fonctions vis-à-vis de sa qualité d'administrateur et lui faire rembourser les fonds reçus, soit 5 millions de francs dans le cadre des activités de la journée du consommateur d'assurance. Vous voyez ça? Se conformer aux normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne. Ça veut dire que même l'audit interne est fait de manière bancale. Se conformer au statut personnel de la SAFER lors des recrutements. Mettre en place une gestion stratégique des emplois et des carrières, incluant un recrutement sur la base des besoins réels et des compétences. Instaurer la bonne gouvernance tenue du dossier personnel. Faire authentifier et homologuer les diplômes avant tout recrutement. Faire authentifier et homologuer les diplômes avant tout recrutement. Ça veut dire que la SAFER est un nid de faux diplômés. Toujours la recommandation, revoir le train de vie de la SAFER. Procéder à une revue de son budget afin de supprimer certaines lignes de dépenses qui n'apportent aucune valeur ajoutée à l'atteinte de ses objectifs. Éviter le gaspillage à travers certaines dépenses somptueuses pour des relations publiques. Ça veut dire que la SAFER se permet de dépenser de l'argent comme bon leur semble. Éviter des investissements hasardeux. Les ressources dont la SAFER dispose doivent être plutôt servir à l'entretien des routes. Vous comprenez? C'est l'IGE qui le dit, hein, que éviter les investissements hasardeux. Les ressources de la SAFER doivent servir à l'entretien des routes plutôt qu'à des dépenses somptueuses. Ça veut dire que la SAFER utilise l'argent qu'on collecte là pour des dépenses somptueuses. Réclamer auprès de la SIAB des dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers afin de couvrir les frais de procédure et d'intervention d'avocats et huissiers. Élaborer chaque mois un état de réconciliation des recettes collectées par les caissiers et celles reçues par les chefs de poste, des percepteurs et procéder aux régulations nécessaires. Ça veut dire que l'argent prend d'autres. Veiller à la bonne tenue des documents et registres pour une bonne traçabilité des recettes. Ça veut dire qu'il n'y a pas une traçabilité des recettes. Exiger au chef de poste de procéder au recouvrement journalier des recettes auprès des chefs d'équipe après vérification rigoureuse des fiches de recettes. Mettre fin aux dotations de carburant pour les relations publiques. S'impliquer davantage dans la gestion rigoureuse des fonds alloués aux missions pour éviter le gaspillage. Veiller au respect de l'utilisation des documents exigés par le manuel. Mettre fin aux dépenses des traînes de fin d'année, en dehors des dépenses des traînes publicitaires conformément à la note. Ça veut dire qu'en fin d'année, la SAFER se permet d'acheter, de faire les traînes de fin d'année, champagne, gadgets et tout et tout. Voilà, chers compatriotes, je ne vais pas aller dans les détails. Vous pouvez télécharger le rapport et le lire. Le rapport porte sur plusieurs sociétés. Il y a la SAFER, il y a la TVT, il y a l'INAM, il y a l'ambassade du Togo au Maroc, une dame a détourné 157 millions. Ce rapport est là, vous pouvez le télécharger. Isidore peut donner le lien, n'importe qui peut donner le lien dans les commentaires. Vous pouvez le télécharger pour voir le niveau de corruption dans notre pays. Et ce rapport a été produit par une institution qui est sous la responsabilité du président de la République. L'IGE dépend directement du chef de l'État. L'IGE est logé à la présidence et dépend directement du président de la République. Donc, personne ne peut venir nous dire ici que le président de la République n'est pas au courant de ce rapport. S'il est au courant, qu'est-ce qu'il a fait pour sanctionner tous ces gens-là? Aujourd'hui, ce sont les péages qui compliquent la vie aux Togolais. Ce sont les péages aujourd'hui qui compliquent la vie aux Togolais. Tu prends Lomé d'Apaon, tu as au moins 5 péages. Et les péages impactent sur la vie des Togolais, sur le coût final des marchandises, des produits. Si tu quittes Dapaon avec ta pentade que tu vas venir vendre à Lomé, le chauffeur est obligé de répertorier le coût de péage sur la marchandise. S'il traverse 5 péages, quand il arrive à Lomé, le commerçant doit lui verser l'argent des 5 péages. Et à la fin, la pentade que le commerçant doit vendre à 2500, il va le vendre à 5000 ou 4000. C'est ça ce que les péages font dans notre pays. Maintenant, dire que l'argent qu'on récolte à ces péages-là, même on oblige les motocyclistes à payer le péage, cet argent ne sert à rien
Sinon, à nourrir des individus, à payer les bons de carburant, à alimenter des fêtes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'IGE qui le dit. Je pense qu'il est temps que nous réagissions au Togo. On a créé même un péage à Ségbé. On a mis un conteneur sur la route, on a créé un péage. Maintenant, les riverains ont tous les problèmes à passer. Quand tu passes, on te dit de payer. Tu passes avec la moto, il faut payer. Et quand on se rend compte que cet argent est ramassé et les gens se partagent cet argent, mais c'est incroyable. Maintenant que ce rapport a été produit, qu'est-ce que le président de la République a fait pour arrêter l'hémorragie? On ne peut pas venir nous dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant de ce rapport, parce que l'institution qui a produit le rapport est sous lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter ça? Le DG de la SAFER, il est hors mandat, mais en plus il est député. On ne peut pas être député et DG d'une structure publique. Alors, on est jugé parti. On ne peut pas être député et être... On ne peut pas être député et être DG d'une structure publique. Donc on est hors... C'est un conflit d'intérêts. On parle des faux diplômés à la SAFER. Qu'est-ce qu'on a fait pour éliminer les faux diplômés qui sont là-bas? Comment les gens ont été recrutés dans la SAFER pour qu'on se retrouve avec des faux diplômés? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport qui le dit. Donc, quand on a un chef d'État qui est déterminé à lutter contre la corruption, il ne sert pas seulement les discours aux populations. Au Ghana à côté, on a vu, à peine John Mahama est arrivé, on a détecté 82 000 agents fictifs dans une société d'État, dans une institution d'État. 82 000 agents. Il a demandé un audit pour qu'on arrête tous ces gens-là. Et les gens qui ont perçu de l'argent, ils doivent rembourser. Quand vous êtes un chef d'État et que vous voulez lutter contre la corruption et que vous mettez les institutions en place, il faut donner les moyens aux institutions de fonctionner. Déjà que l'IGE n'a pas suffisamment de moyens, mais il a réussi à produire ces genres de rapports. Qu'est-ce que le président de la République en fait? Ce rapport, tout le monde peut le télécharger. Vous pouvez l'avoir. Tout le monde peut l'avoir. Et vous l'analysez vous-même. Et vous voyez ce que le rapport dit. Vous voyez ce que le rapport dit. Donc, les Togolais qui souffrent à payer les péages, ils payent les péages et les gens s'enrichissent derrière. Et les routes sont dans un piteux état. Quelqu'un m'a écrit la dernière fois pour me dire que quand tu quittes Lomé, tu quittes Forever pour aller au GTA, la route est dangereuse, les gens font des accidents parce qu'il n'y a même pas de bandes. On n'a même pas tracé les bandes sur la route pour limiter le terre-plein central, la route, et la nuit, les gens font des accidents. Le boulevard, regardez-moi, que les gens font des accidents tous les jours sur cette route-là. Et pourtant, le rôle de la SAFER, c'est d'entretenir les routes, c'est pas seulement de balayer, c'est de tracer les bandes, c'est de faire les accotements, de faire les trottoirs, de fermer les trous. Ils se partagent l'argent. Si vous fouillez aujourd'hui le compte bancaire du DG de la SAFER, il est certainement un millionnaire de la République. Il est un millionnaire de la République. Et il a trouvé cet argent où? Ce que nous payons à chaque péage. Et Dieu seul sait ce que les péages coûtent dans la vie des Togolais. Quand tu quittes Tablibo pour arriver à Lomé, tu dois payer 2 péages. Tablibo ici pour arriver à Lomé. Tu traverses 2 péages. De Tablibo à Lomé, tu as 2 péages. d'Anéro à Lomé, tu as un péage. De Mouépé à Lomé, tu dois payer. Est-ce que normalement on doit installer un péage à Mouépé? Est-ce qu'on doit installer un péage à Képé? Képé n'a pas besoin de péage. Ségbé n'a pas besoin de péage. Davier n'a pas besoin de péage. Davier n'a pas besoin de péage. Ils ont multiplié les péages partout et en plus, personne ne sait ce qu'ils font avec l'argent. Il y a même une partie de l'argent de péage qui sera fait les inaugurations. C'est dit dans le rapport. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Et ces documents-là, ils sont à la portée de tout le monde. Tout le monde peut les télécharger, les lire. On a parlé de l'INAM. Je ne sais pas s'il faut que je revienne sur l'INAM, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'INAM. L'INAM, je sais que les fonctionnaires attendent qu'on parle de l'INAM. Beaucoup de choses ont été dites sur l'INAM. C'est là où a régné Myriam Dossou, la dame à la tête rasée là. L'INAM, les fonctionnaires, l'INAM, ça vous intéresse?